Et enfin, un invité trop rare sur les plateaux de télévision, Paul Ariès, politologue, enseignant, directeur du journal Le Sarcophage. Apprendre à faire le vide, nous dira-t-il. Normal, il est en France le pape de la décroissance. Alors perdre sa vie à la gagner ? Paul Ariès, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu le titre de l'émission. Sommes-nous faits pour travailler? Qu'en pensez-vous? Je répondrai déjà tout simplement que le travail nous fatigue, donc visiblement nous ne sommes pas faits pour travailler. Et puis je répondrai plus sérieusement qu'en fait l'histoire du travail, c'est l'histoire d'un dépouillement. C'est-à-dire qu'on a dépouillé les anciens travailleurs de leurs outils, on les a dépouillés ensuite d'une partie du surtravail, c'est-à-dire du profit, on les a dépouillés ensuite de la culture, des savoir-faire traditionnels. Et aujourd'hui, on voudrait les dépouiller du sens même de leur travail. Il y a deux chiffres qui sont intéressants. On sait que 75% des salariés considèrent ne pas savoir réellement quelle est l'utilité de ce qu'ils produisent, et 80% des gens avouent s'ennuyer au travail. Alors je reconnais bien votre sens de la provocation. Vous dites que le travail fatigue, mais le travail enrichit également. C'est un savoir-faire. Mais je dirais que le mot travail, c'est comme le mot production et consommation, c'est un mot poison qui empêche de penser. C'est-à-dire quand on parle de travail, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une activité qui est créatrice, ou est-ce qu'on parle de la taylorisation du sourire? C'est-à-dire aujourd'hui cette obligation de sourire qui est celle des hôtesses d'accueil dans les péages d'autoroute ou des caissières à l'hypermarché. Quand on parle de travail, est-ce qu'il s'agit d'un travail qui est utile à la société ou qui est nuisible? C'est-à-dire qu'il faut nécessairement décoloniser notre imaginaire et abandonner effectivement ces grands mots à majuscules qui en fait sont là pour empêcher de se poser les vraies questions. C'est-à-dire comment travaille-t-on, pour fabriquer quoi, et vis-à-vis de quel besoin social à satisfaire. Alors je vous rassure, Paul Ariès, si je souris, je ne suis pas forcée, personne ne m'y oblige. Ce qui est intéressant dans votre pensée, vous êtes d'ailleurs connu pour cela, vous avez une pensée assez radicale, et là on l'entend encore sur le travail. Vous n'arrivez pas à envisager le mot travail associé au mot richesse, ou je maintiens savoir-faire et enrichissement, épanouissement personnel? Mais là aussi, l'histoire nous apprend à différencier ce qu'on appelait auparavant l'opus, c'est-à-dire la création, et le labeur. Le travail. Je veux dire, s'il s'agit d'avoir une activité qui émancipe, qui éveille l'intelligence, je dirais, je signe tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un retour du néo-taylorisme. Et c'est ça qui est particulièrement grave. Et puis, on ne peut pas poser la question du travail sans poser aujourd'hui la question tout simplement de la situation environnementale. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut produire toujours plus, donc travailler toujours plus, ou est-ce qu'au contraire, il va falloir apprendre à vivre plus frugalement, donc aussi, je dirais, à faire autre chose que travailler, et le droit au loisir, le droit à la paresse, me semble être une alternative tout à fait intéressante. Est-ce que votre point de vue quand même sur le travail, associé au labeur, on vient de l'entendre, est un point de vue marxiste? Pas nécessairement. Je crois même que autant traditionnellement le marxisme a critiqué l'exploitation au travail, autant finalement il a dit relativement peu de choses sur la centralité du travail. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est en finir avec le stakhanovisme, avec l'idée, effectivement, que le travail serait au centre de nos existences. Et nous avons tendance à penser que ce qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est pas plus de pouvoir d'achat, c'est un revenu garanti. C'est-à-dire permettre effectivement à chacun de vivre frugalement, mais de façon certaine. Et grâce à ce revenu garanti, eh bien, nous pourrons développer les autres facettes de notre personnalité. C'est-à-dire redevenir des poètes, redevenir des citoyens, redevenir des amants et des amantes. C'est-à-dire qu'on a autre chose à faire dans la vie que d'être un forçat du travail et un forçat de la consommation. Est-ce que c'est pas totalement utopique, franchement, Paul Ariès? Un revenu pour tout le monde, un revenu garanti, c'est ça? C'est un revenu pour tout le monde? Une société sans travail, c'est imaginable, ça? Quand on parle de revenu garanti, ça a été chiffré. On sait qu'aujourd'hui, on pourrait donner à chacun l'équivalent du SMIC. Le choix, il est politique. À chacun l'équivalent du SMIC. On pourrait donner à chacun l'équivalent du SMIC. Le choix, il est politique. Mais je dirais qu'il n'y aura pas de revenu garanti s'il n'est pas couplé à un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire que là où l'on dit, par exemple avec le bouclier fiscal, au-dessus de 50%, on prend rien, nous avons tendance à dire au-dessus de 50%, on prend tout. C'est-à-dire remettre en cause la centralité du travail. Oui, remettre en cause la centralité du travail, c'est véritablement une révolution anthropologique. Et puis on s'en rend bien compte aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de travail, finalement, il y a deux réalités. Je dirais qu'il y a un travail qui peut être socialement utile, et celui-là, je dirais, il faut le défendre. Et si un revenu garanti, c'est pas la fin du travail, c'est la fin du travail aliéné, c'est la fin du travail forcé. Et puis il y a aujourd'hui le fait de vouloir maintenir à tout prix des gens dans un travail parce que c'est une sorte d'impératif moral. Je dirais qu'il n'y a rien qui rassure tant la bonne société que le SDF
qui vend un journal gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de créer des faux emplois, au lieu de multiplier des stages bidons, au lieu de prolonger une scolarité qui mène à rien, eh bien, il faudrait mieux développer l'imaginaire et ne plus faire du travail le centre de nos activités, mais faire du politique, de la poésie, le centre de nos existences. Mais Paul Ariès, le travail, on en a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, on a besoin de boulangers. On ne peut pas demander moins de travail à ces personnes-là. Mais c'est évident qu'il ne s'agit pas de penser en tout ou rien. Et quand on parle d'intégrisme, je dirais que l'intégrisme peut être de partout. C'est-à-dire qu'un slogan comme « travailler plus pour gagner plus », c'est un slogan autant intégriste que le slogan qui est le nôtre, c'est-à-dire effectivement moins de biens et plus de liens. La question étant finalement de porter un diagnostic sur le monde. Est-ce que l'on croit que l'on va pouvoir généraliser nos modes de vie? Il suffit de citer 2 chiffres. On sait qu'aujourd'hui, 20% des humains, dont nous sommes, s'approprient 86% des ressources planétaires. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planétaire ne suffirait pas. Donc il faut en finir avec l'illusion d'une société d'abondance. Il faut en finir avec tout simplement ce culte du travail. Mais même s'il y a ces inégalités que vous décrivez, cette société d'abondance, elle nous a permis d'avoir une meilleure espérance de vie, elle nous a permis de vivre quand même mieux qu'il y a 2 ou 3 siècles. Mais vous n'avez pas l'impression de casser une rupture? L'homme a toujours travaillé. Dire l'homme doit moins travailler, c'est une véritable rupture. Alors c'est pas tant une rupture que cela. Il faut savoir par exemple qu'au Moyen-Âge, il y avait 150 jours par an qui étaient non travaillés. Il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles, le travail est toujours couplé à une autre dimension. Prenons nos moines dans les monastères, ils travaillaient, mais je dirais que l'objectif c'était de se faire l'égal de Dieu. Donc il y avait une finalité. Aujourd'hui, finalement, le travail a perdu son rapport avec la vie quotidienne. Et en fait, on travaille pourquoi? Tout simplement pour avoir un pouvoir d'achat. Et moi, j'aurais tendance à dire, face au débat sur le harcèlement au travail, face effectivement à cette violence qui se développe avec les nouveaux modes de management, on ne pourra pas en finir avec le harcèlement au travail si nous ne renonçons pas à être, en même temps, des forçats de la consommation. Paul Ariès, quand je vous écoute, je vous imagine donc en train d'enseigner, c'est votre métier, vous êtes politologue, vous êtes également directeur d'un journal. J'ai l'impression quand même que vous aimez votre métier. Pour vous, le travail n'est pas synonyme de labeur. Mais je crois qu'il y a une énorme différence entre le fait d'avoir des activités et le fait, effectivement, simplement de chercher à gagner sa vie. On peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme. C'est un travail choisi et non subi. C'est un travail choisi. C'est-à-dire qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme, c'est une société diablement efficace. Premièrement, parce qu'elle sait susciter le désir et le rabattre ensuite sur la consommation de produits marchands. Deuxièmement, parce que le capitalisme insécurise. Il casse les identités collectives et individuelles. Et puis d'autre part, on le voit aujourd'hui, il développe la précarité et la flexibilité. Il développe la liberté aussi, liberté d'entreprendre. Mais bien sûr qu'il développe une partie de la liberté. Je crois que la marchandise, l'invention, je dirais de la marchandisation, a été quelque chose d'historiquement essentiel, mais qui a donné tout ce qu'elle pouvait être positive. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, il faut un basculement. Il faut sortir de cette société du travail qui n'a finalement que quelques siècles et passer aujourd'hui à un nouveau type de société. Une pensée radicale, pas révolutionnaire, mais radicale, en tout cas une pensée qui est assez atypique. Et on va pouvoir confronter votre pensée à celle de nos invités. Vous allez le voir, une chef d'entreprise, je suis sûre qu'elle aura des choses à vous dire, une sociologue et un philosophe pour vous répondre. On accueille nos invités. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous l'avez entendu, dans la bouche de Paul Ariès, le mot travail est associé au labeur, à la souffrance. Bon d'ailleurs c'est vrai que c'est l'origine du mot, c'est ça, c'est le latin. C'est ça, tout à fait, oui. Tripalium, voilà, Tripalium. je reprends mes notes. L'instrument de torture. L'instrument de torture. Alors est-ce que pour vous tous, pour vous trois, est-ce qu'il s'agit d'un labeur, d'une souffrance, ou au contraire quand même d'un épanouissement et d'une richesse? Les deux. Qui veut commencer? Deux. Oui, ben voilà. Clairement les deux. Alors, l'étymologie nous dit des choses, XIIe siècle, tripalium, etc., etc. Après, moi, ma thèse, c'est qu'on a aujourd'hui 3 couches dans le travail, 3 couches de significations différentes, qui ont été en quelque sorte déposées à travers les siècles. Au XVIIIe siècle, en effet, c'est le travail comme émancipation. Donc ça veut bien dire, vous êtes d'accord avec Paul Ariès quand il dit que le travail est une notion récente? Bien sûr, le travail est une notion très, très récente. C'est-à-dire que moi, il me semble que c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on prend un certain nombre d'activités et qu'on les rassemble sous le terme de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi on les met ensemble. On les met ensemble comme ces activités qui
permettent de faire autre chose, ou qui sont le moyen en vue d'une autre fin. Adam Smith nous dit, c'est ce qui permet d'avoir une production, une grosse production. Donc là, à l'époque, on est encore dans l'artisanat, les métiers, les tapissiers, les boulangers, etc. Oui, et Smith nous dit, et toute l'économie classique va nous dire ça ensuite, encore aujourd'hui, le travail, c'est une peine, une souffrance, une désutilité. Et Marx se moquera de Smith. Plus tard, il dira, ce pauvre Smith, il croyait que c'était une peine. Pas du tout, le travail, c'est au contraire une valeur créatrice, quelque chose de très important. Mais donc, on a bien cette affaire de travail comme moyen. Et puis ensuite, il faut aussi voir toutes les, comment dirais-je, tous les fantasmes qui se mettent sur le travail. C'est-à-dire, au 19e siècle, le travail comme la liberté créatrice de l'homme. Avec le travail, je vais changer entièrement le monde dans lequel je me trouve. C'est Hegel, c'est toute la grande philosophie allemande, justement. Je transforme le monde dans lequel je me trouve et je le fais à mon image. Et je me transforme moi-même. Et puis le travail, c'est aussi ce système de distribution des revenus, des droits et des protections. Et c'est trois significations radicalement différentes. Et je crois que quand on a un débat, on ne sait jamais très bien à laquelle on se réfère. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est un concept récent et c'est un concept extrêmement ambigu. Alors, merci pour cet éclairage historique. Avant de vous donner la parole, je voudrais quand même revenir sur l'idée philosophique posée au début de cette émission. Est-ce que l'homme est fait pour travailler? Est-ce que le travail, c'est une valeur humaine? Visiblement, pour Paul Ariès, pas du tout. L'homme n'est pas fait pour travailler. Et vous savez, on a eu des tas de travaux à une époque, dans ces très belles années 70, où on nous racontait, en effet, que les vraies sociétés d'abondance, c'était ces sociétés où on travaillait très peu de temps, il y avait la chassette, la cueillette, et surtout, on n'allait pas plus loin, c'était pas le capitalisme, c'est-à-dire on satisfaisait ses besoins, point final. On n'allait pas inventer des besoins pour vendre des produits et faire en fait de la production et de la consommation des actes extrêmement artificiels. Et dans cette mesure, oui, je le rejoins, bien sûr, l'homme n'est pas fait pour travailler. Mais vous voulez dire que vous aussi, comme Paul Ariès, vous pourriez vous passer d'Internet, de Google, de livres à profusion? Non, mais il y a nous comme individus, et je crois que ce qu'il faut dire en même temps, que peut-être Paul Ariès n'a pas assez souligné, je crois que c'est très important de le souligner. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin « Le travail, une valeur en voie de disparition », j'ai eu la moitié des gens qui étaient absolument épouvantés par cette idée. Il faut dire que dans la société dans laquelle on se trouve, ne pas avoir de travail, c'est épouvantable. Être au chômage, c'est perdre énormément de choses, c'est ne pas avoir le revenu, ne pas avoir de liens sociaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, le travail est un fait social total et norme absolue. Donc d'où l'intérêt d'avoir du travail, j'imagine. Sophie de Menton, je vous ai vu piaffer d'impatience. Ça me rappelle une phrase très drôle qui est « Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes ». Et j'ai vraiment l'impression en même temps, vous dites des choses qui, mises bout à bout, sont plutôt mises non bout à bout, sont intelligentes, et l'ensemble donne une espèce de raisonnement surréaliste, idéologique, qui n'a rien à voir avec la vie. Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire que le mot travail, à vous entendre, car me dire qu'il est apparu au 18e, ça me fait légèrement sourire. Depuis que l'homme est sur Terre, il travaille. Alors d'ailleurs, il y a même des religions qui ont dit que l'homme était sur Terre et la malédiction était « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Donc il y a cette notion de gagner sa vie. Gagner sa vie est une très belle formule parce qu'il y a le gain en tant que gain financier et puis il y a gagner sa vie, c'est-à-dire la remplir. Donc je crois qu'il faut différencier totalement les choses. Il y a toujours eu des travaux pénibles. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a cette phrase magnifique qui dit « Choisis ton métier et tu ne travailleras jamais ». Mais à vous entendre, vous êtes désespérant. Vous êtes désespérant parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien de plus ennuyeux pour les enfants que de travailler. Parce que ça, alors vraiment, l'ennui commence au berceau. À 5 ans, quand on leur dit « va apprendre tes leçons » et à 7 ans qu'on fait faire les tables de multiplication, personnellement, je n'y reviendrai jamais. Donc je pense que c'est le travail le plus pénible que j'ai jamais connu. Ce qui veut dire, si on vous écoute, qu'il ne faut pas faire souffrir les malheureux qui travaillent et donc il faut absolument arrêter d'envoyer les enfants à l'école. Enfin, si je pousse à l'extrême, c'est à peu près ça. Donc je crois que tout ce que vous avez dit est le terreau du désespoir. Naître un jour et avoir droit à un minimum garanti. Mais là, nous sommes dans un dialogue de pays gâtés et de riches. Il y a des gens qui vivent avec moins d'1 euro par jour. Dites-leur qu'il faut une décroissance. Vous allez leur interdire d'accéder à cette consommation. D'accord avec vous, effondrante par certains côtés et navrante de consommer toute la journée, et ce qu'on donne aux enfants et la façon dont les élèves aujourd'hui me scandalise. C'est tous les 2 jours une exigence nouvelle, d'accord. Mais même ce revenu minimum que nous souhaitons quand même garantir d'ailleurs à tous ces pays en voie de développement, il faudra bien des gens pour créer une certaine richesse qu'il faudra répartir. Or, on ne peut créer de richesse que si on a le goût d'entreprendre et que si on a, pardonnez-moi, l'appât du gain.
Moi, je reviens juste sur ce que vous venez de dire, hein, le goût d'entreprendre. Bon, la seule chose que j'ai pas compris dans votre raisonnement, Paul Ariès, c'est que vous-même, vous avez un point commun avec Sophie de Monton. Vous êtes tous deux chefs d'entreprise. Vous êtes patron d'un journal. Vous êtes voilà, certainement à la tête de petites entreprises, je ne sais plus lesquelles, mais en tout cas, vous-même, vous êtes créateur d'entreprises. Oui, on peut se rassurer parce que la presse n'est pas supposée gagner d'argent. Elle n'en gagne pas. Créer c'est à l'abri des emplois. Voilà. Je dirais la grande différence, c'est qu'effectivement, lorsque nous écrivons, nous n'avons pas le sentiment de travailler. Lorsqu'un employé de fast-food, lorsqu'un OS, lorsqu'un employé de télémarketing se rend effectivement au turbin, lui, il a le sentiment de travailler. Erreur. Et lui, il voit immédiatement la différence qui existe entre les deux. La grande philosophe Hannah Arendt disait qu'il n'y avait rien de pire qu'une société fondée sur le travail sans le travail. C'est-à-dire toute la souffrance sociale vient spécifiquement de là aujourd'hui. Et puis on ne peut pas raisonner dans l'absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut partir d'une réalité concrète. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, si on dépasse ces 3 milliards, on bousille la planète. Attendez, je termine. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Ça donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. C'est-à-dire un vol en avion aller-retour Paris-New York, 5000 km par an en voiture. On se rend compte effectivement de la nécessité de changer radicalement nos modes de vie. Mais pas par la décroissance. Et c'est justement parce que il y aura autre chose et que j'ai l'espoir qu'on trouvera des énergies de substitution, que c'est vrai que le pétrole, il n'y en a pas, mais on trouvera, on a toujours trouvé, il n'y a aucun espèce de problème. Et c'est en rationnant et en mélangeant, si vous voulez, une idéologie politique à un problème, je dirais, écologique, qu'on arrive à ce type d'aberration. Il n'y a eu aucune période dans l'histoire où la décroissance a été une période heureuse. Je veux dire que l'homme a besoin de se dépasser, de croire, d'avoir un espoir de s'enrichir, tout simplement. Et en plus, je veux dire, vous partez du principe que tout le monde, et ce serait très sympathique, finalement tout le monde est capable d'avoir une activité qui le rend heureux et qui l'épanouisse. Et malheureusement, alors je suis peut-être plus pessimiste que vous sur l'espèce humaine, il est parfois plus ennuyeux pour certains de ne pas travailler que de travailler. Je crois qu'arriver à trouver soi-même, il faut une culture, il faut des ressources intérieures, il faut avoir été éduqué à l'art, il faut être capable de dépasser, de penser, d'aimer. Eh bien, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse. Et je pense que le travail est un enrichissement, justement, de l'homme qui le fait dépasser cette inactivité. Alors, enrichissement ou labeur, hein, labeur pénible, on a compris, ou les deux, hein, on a compris vos 3 points de vue. Moi, je suis très curieuse maintenant de me tourner vers vous. Vous êtes philosophe, vous êtes commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment jusqu'au mois d'avril à Dresde, en Allemagne, une exposition sur le travail. Alors, ça tombe bien. J'aimerais bien avoir votre point de vue de philosophe, parce que c'est vrai que quand on parle du travail, on entend souvent les chefs d'entreprise, un petit peu moins les politologues, les historiens et les sociologues. On entend beaucoup les syndicalistes, mais très rarement les philosophes. Alors, votre idée à vous du travail ? Je trouve que ce débat va très très vite, mais on a un petit peu tendance à détourner des vrais problèmes et de passer du coq à l'âne. Depuis quelques années, on a cet éco-discours sur la mondialisation, la crise financière, et puis sans oublier le changement climatique. Tout cela devient une sorte de massue morale qui s'abat sur tout ce qui bouge. Oui, d'avoir une optique historique sur le travail est une chose importante. On voit plus de choses, on voit des choses différentes ainsi. Mais l'homme de la rue, qui va travailler, quelle que soit la nature de son travail, il s'en moque éperdument. Il ne s'intéresse pas à la façon dont le travail a été défini au XIVe siècle par je ne sais quel pasteur. Cette exposition que nous organisons à Dresde, au musée de l'hygiène, essaie de retrouver une perception de ce que représente le travail pour l'être humain. Et je suis d'accord avec vous, le travail c'est quelque chose dont émerge la personnalité. En quelques mots, vous pourriez nous dire d'ailleurs que ce que l'on voit dans cette exposition ? Cette exposition est une expérience assez remarquable puisque nous n'avons pas voulu exposer des objets, par exemple le marteau de l'homme de Néandertal ou la brosse de Luther. Ce que nous avons voulu, c'est montrer ce qu'est le travail aujourd'hui. Et donc, dans 5 salles, en utilisant presque exclusivement le film, la vidéo, nous essayons de pénétrer au cœur du concept de travail. On voit 5 personnes, un jardinier, un chef d'entreprise qui sillonne le monde, un artiste. On les voit en train de travailler à travers 5 perspectives différentes. Et le spectateur peut s'immerger là-dedans. Il est de plus en plus aspiré dans ce cosmos
s'immerger là-dedans, il est de plus en plus aspiré dans ce cosmos, dans l'univers de cette personne qui travaille. C'était un point important. Puisque dans le travail, en fonction de son agencement personnel, on devient une partie d'autre chose et on développe sa personnalité. Et ça, c'est, à mon avis, une valeur très importante du travail. Alors vous avez des gens qui disent « Pour moi, le travail, c'est trop con, je ne travaille pas ». Souvent, les causes ici tiennent à l'éducation, à la culture, et dans cette exposition, nous nous concentrons sur la petite enfance, en utilisant des films pour enfants, par exemple. Mais n'oublions pas le rôle de la reconnaissance. C'est extrêmement important. Vous avez évoqué Hegel, et ce vieux copain Hegel a effectivement théorisé le concept de reconnaissance. Cette volonté de reconnaissance dans l'existence est quelque chose d'essentiel. On veut être beau, c'est pas donné à tout le monde. On veut avoir du pouvoir, c'est pas donné à tout le monde. Mais surtout ce que l'on désire, c'est de la reconnaissance. Si l'on reçoit la reconnaissance dans son action, le travail peut donner satisfaction. Et ça, c'est pas forcément une affaire d'argent ou de pouvoir, ça dépend d'une réalité sociale où l'on peut avoir une activité qui n'est pas liée à beaucoup d'argent ou de pouvoir. Et ça donne de la reconnaissance. Merci pour cet éclairage philosophique. D'ailleurs, en vous écoutant, on se demande même si le travail ne permet pas de donner un sens à sa vie. Est-ce que le travail, c'est parce qu'il nous différencie des animaux? Voilà des pistes peut-être de réflexion que je vous offre, mais je vous voyais tous deux aussi très impatients de réagir à ces propos. Moi, j'aimerais revenir sur le deux discours, et j'ai envie de faire un plaidoyer pour la pluralité des termes. En effet, ne pas employer travail pour tout, travail pour l'enfant, travail pour la femme au foyer, parce que ça veut plus rien dire. Mais pour employer chaque fois le mot qui convient, l'œuvre, voilà, on peut s'amuser. Et vous voyez, par exemple, pour le travail domestique, on voit bien pourquoi on a développé ce terme, parce que les femmes avaient envie, ou le mouvement féministe avait envie de montrer que ce qui se passait à la maison, c'était aussi quelque chose de noble, d'important. Alors, on s'est dit, tiens, on va l'appeler travail pour montrer combien c'est important. Et moi, je pense qu'on a raté le coche, là, en appelant ces choses-là travail. Et qu'il y a un très gros risque, en plus, que du coup, on nous propose de rémunérer le travail à la maison. Et pour ce que vous disiez, alors, je suis pas trop d'accord quand vous dites que l'histoire, on s'en fiche, ce qui compte, c'est le présent. Mais l'histoire, d'abord, elle nous a complètement construit. Dire, toutes ces différentes significations dont j'ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, elles constituent notre idée de travail. Et puis, il faut aussi se projeter. C'est très important de savoir en effet, avec quoi les personnes vont chaque jour au travail. Alors, il y a des différences. Mais chaque génération repart à zéro. Et à mon avis, il faut s'abstenir de submerger la personne qui entre dans le travail d'un héritage historique. Moi, je suis philosophe. Je vois bien l'importance de tout cela, mais on donne un coup de grâce. Mais par exemple, les hommes qui travaillent aujourd'hui, quand on regarde ce que les gens apportent, moi je pense qu'il faut distinguer aussi ce qu'il y a comme fantasme, comme espérance, comme imaginaire. Si vous voulez, moi j'ai fait là une étude sur toutes les grandes enquêtes internationales qui nous montrent ce que les gens pensent du travail. Et on voit des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, on voit que oui, le travail est très important pour les gens. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire important? Ça peut être important et atroce, important et formidable. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les gens ont une attente immense de se réaliser dans le travail. Mais ça ne veut pas dire que ces attentes sont comblées. Au contraire, aujourd'hui, il semble bien qu'elles soient absolument pas comblées. Par exemple, il y a un paradoxe français qui est extraordinaire, c'est que les Français sont à la fois ceux qui disent le plus que le travail est important, il n'y a aucune crainte pour la valeur travail en France, et en même temps, c'est ceux qui disent le plus, qui voudraient que le travail prenne moins d'importance dans leur vie. On leur a bien expliqué. Hein. Pardonnez-moi, je termine juste. Pourquoi ils veulent que le travail prenne moins d'importance dans leur vie? Ils disent que le travail, c'est terrifiant. Les conditions de travail, les conditions d'emploi, le stress, les perspectives de promotion, les salaires, ça ne va pas. Et c'est en France que la satisfaction au travail est la moins élevée. Et deuxièmement, et je reviens sur la pluralité, les gens ont envie de plusieurs types d'activités. Et Hegel nous proposait pas seulement de faire que travailler, mais qu'est-ce qu'on a à faire dans notre vie? On a, d'accord, bien sûr, à participer à ce devoir social qu'est le travail. Je dois travailler pour gagner de l'argent et pour me réaliser, mais j'ai aussi une famille dont je dois un peu m'occuper. On a des enfants, on s'en occupe, et si les femmes veulent travailler, il faut aussi qu'on ait un peu de temps de s'occuper de nos enfants. On a des activités politiques à faire ensemble, ça c'est extrêmement important. Il faut dégager un espace pour pouvoir faire ensemble ces activités politiques. Moi, ça c'est les Allemands qui m'ont appris dans les années 70, à Bermas. On dégage un espace public, on limite la place du travail et on dégage un espace public pour délibérer tous ensemble. Donc voilà. Et vous pensez je reviens une seconde sur votre vision extrêmement négative qu'ont les Français, parce que je viens de sortir un sondage chez Opinionway. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français estiment que le travail est trop long. 70% des Français
où il n'y a pas du tout cette pesanteur. On peut faire Moi, j'ai mes un peu propres chiffres. probablement. Un salarié sur 6 estime être l'objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail, et le travail est rendu responsable d'un problème de santé sur 5. Oui, mais à la limite, je suis extrêmement heureuse. J'adore ce que je fais. C'est passionnant. Et je suis dans les gens qui vous diront oui, ça génère des problèmes, oui, ça génère du stress. Et c'était quoi la première phrase? Et je suis responsable d'un problème de santé, hein, un problème. Oui, sur 5. absolument. J'ai mal au crâne là. Je veux dire, oui. Non, mais je veux dire, c'est inhérent aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Un monde de bisounours? Non, je crois qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a développé le culte du travail, mais qui en même temps a développé un discrédit sur les travailleurs. Oui. Je dirais, il s'agit de regarder par catégorie. On a eu un discrédit sur la paysannerie, mais pas plus que vous, et pas moins. On a eu un discrédit sur la paysannerie. C'est-à-dire que le paysan, qui est le plus beau métier du monde, celui de nourrir, c'est devenu le pollueur, c'est l'image du plouc, et on sait qu'on perd en France chaque année 20 000 paysans, qu'on ne parle pas aujourd'hui d'amour du travail. Le choix à l'échelle planétaire, c'est de savoir si on va nourrir 10 milliards d'humains avec 1,5 milliard de petits paysans, ou avec 400 000 agro-managers. Attendez, ensuite, on a eu un discrédit sur la classe ouvrière. Je veux dire, auparavant, le prolétariat, c'était le sujet de la révolution. Aujourd'hui, c'est le beauf de Cabu. C'est qui? C'est les intellectuels. Mais non, pas seulement. C'est-à-dire que c'était les ouvriers ayant leur savoir-faire, ayant leur culture, leur collectif de travail. Et le taylorisme l'a cassé. Mais qu'est-ce que c'était que le taylorisme? Lisons Taylor. C'est ce qu'il appelle la théorie de l'homme bœuf. C'est-à-dire que l'objectif pour Taylor, c'était d'avoir des individus qui ne pensaient pas. Vous êtes en train de revenir en arrière, finalement, vous avez peur du taylorisme et vous avez l'impression qu'il a pas du tout. On va complètement changer les choses. Jamais les conditions de travail n'ont été aussi bonnes de nos pays occidentaux. Nous avons un niveau de vie qu'on n'a jamais atteint. Les salariés de la restauration rapide. Mais regardez toutes les enquêtes qui sortent de la DARES. Ou à ceux de France Télécom. Montée de l'intensification du travail. Et toutes ces... J'avais envie de continuer. Heures quand même. Non, mais pas tous, très loin de là. J'avais envie de continuer tout à l'heure. Après le taylorisme, on s'est dit qu'il y avait ces nouvelles organisations du travail, la qualité totale, blablabla, la subjectivité. Et c'est encore pire aussi. Non, c'est pas pire. Bien sûr, mais il faut regarder la littérature. La sociologie du travail depuis 15 ans montre les dégâts opérés par ces nouvelles organisations. Hein, les organisations... Je pense que aujourd'hui, il y a un véritable stress et un mal-être. Je pense qu'il y a une difficile de vivre. Voilà. Certaines qu'on trouve chez les jeunes. On va se demander si elle est vraiment spécifiquement française. Mais pas du tout. Ouais. Alors ça... J'en sais rien. Je crois pas. Il y a quand même une relation particulière au travail. Vous serez là pour nous éclairer. Elle ne vient pas du travail. Je pense que ce mal-être et cette adaptation, nous avons besoin d'une métamorphose du capitalisme. Je le crois fondamentalement. Je dis bien une métamorphose, c'est-à-dire que je pense que le capitalisme est le meilleur système qu'on ait jamais connu. Donc il faut l'améliorer. Très vite d'une chose à une autre. Bah oui, mais c'est très idéologique. Mais en même temps, moi j'aimerais bien poursuivre avec vous, Dominique Médac. Comment en est-on arrivé là? On est à peu près d'accord quand même sur le constat. Il y a un malaise dans le travail, même si bon, vous avez un bémol à apporter. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est la faute au taylorisme? C'est la suite de la révolution industrielle? Il y a eu d'abord le taylorisme. Après, il faut regarder ce magnifique bouquin de Friedman, Le travail en miettes, où en effet, on voit comment la division du travail se répand. Qu'est-ce qu'on veut depuis Adam Smith? C'est toujours plus efficace. Donc, on va diviser le travail, on va spécialiser les gens. C'est formidable. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours la plus grosse production possible. On veut un très gros PIB. Hein, et puis on veut, à l'échelle de l'entreprise... Vous avez vu le nombre de personnes, le nombre qu'on est dans le monde, les milliards d'individus. Et donc, au niveau de l'entreprise également, la plus grosse production possible. Ouais. Tant qu'on en restera là, à mettre ces indicateurs-là au centre, obligatoirement, le travail sera la petite partie. Voilà. Alors, si on veut remettre le travail au centre, moi, je suis entièrement d'accord avec les conclusions de la commission Stiglitz. Alors là, oui, j'avancerai un argument historique. On a inventé les machines, la technique, au fond, pour libérer l'homme du travail. Et finalement, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui a mal tourné là? C'est pas pour libérer. Il suffit absolument. Une résistance populaire au développement du machinisme, y compris les paysans qui effectivement refusent au départ la faux et veulent conserver la faucille. Il s'agit de regarder le mouvement ludique où on casse les machines. Il y a toujours eu un anti-productivisme spontané qui a existé et qui avait rien de ringard. C'était la défense des modes de vie traditionnels. Prenez en Chine aujourd'hui les millions de paysans chinois qui refusent ce qu'on appelle la modernisation parce qu'ils savent effectivement que ça va les faire passer de la pauvreté à la misère. C'est bien là le problème. Vous-même pesez vos fruits et légumes au supermarché avec une caisse automatique. Vous préférez que ce soit justement une personne salariée au SMIC qui le fasse pour Je préfère ne pas aller
aller au supermarché et aller dans des commerces de proximité. Mais vous avez de la chance. Mais Ça, si vous n'avez pas de commerce de proximité, j'aimerais bien comme vous qu'on produise moins. Mais vous avez vu le nombre de milliards d'individus que nous sommes par rapport à il y a 10 ans, à il y a 20 ans. Il faut nourrir cette planète. Et donc je pense que c'est vrai qu'on produit énormément et il y a une demande, il y a l'offre et la demande. Mais là encore, si le but, ça dépend de l'objectif. Si le but, si on cherchait vraiment à nourrir la planète, je pense qu'on procéderait autrement. Alors je comprends effectivement votre inquiétude par rapport à notre surconsommation, notre production de biens. Moi je voudrais étayer quand même votre réflexion avec un chiffre qui moi m'effraie aussi un petit peu. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse s'interroger comme on le fait ce soir. En Allemagne, dans votre pays, 39 millions de foyers qui possèdent 40 millions de voitures, 48 millions d'ordinateurs et 60 millions de téléphones mobiles. C'est vrai qu'on est un peu dans une course, ce que vous disiez Dominique Méda, on produit. Donc c'est vrai que le travail dans ce cas-là, il est vraiment fait uniquement pour s'acheter une voiture, Absolument. un téléphone mobile, etc. Le travail n'est pas au centre. On en oublie un petit peu effectivement d'autres valeurs. Mais sommes-nous en train de parler de travail? Moi je crois qu'on est en train de parler de consommation, de capitalisme, etc. Très bien, mais ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que cette idée qui était de libérer l'homme du travail a engendré précisément le contraire? Le contraire. Vous avez raison, en fait, c'est la consommation qui a pris cette place. Pourquoi? Parce que notre société n'a aucune offre de sens autre que quelque chose qui se nourrit du travail ou du temps libre qu'on peut utiliser pour consommer. Et ça, c'est une situation fatale. En fait, nous n'avons aucune conception positive du non-travail. Je comprends tout à fait qu'on puisse souhaiter trouver un sens à sa vie en dehors du travail, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, comment dire, bon, dictatorial, le mot est trop fort pour l'Ariège, je suis désolée, j'en conviens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu difficile quand même dans l'idée de se dire qu'on va forcer les gens à aller vers des activités associatives, civiques, etc. Oui, on les force, c'est vrai, mais bon. Il y a une sacrée contrainte économique. Où est la place de la liberté? Moi, je veux bien envisager effectivement un autre mode de vie. Demandez aux 40% de SDF parisiens qui bossent s'ils ont envie effectivement de travailler et de passer la nuit dans la rue ou dans des voitures. C'est-à-dire que je crois qu'il faut se rendre compte de quelle est la situation. Le travail des pays socialistes, du socialisme réellement existant, n'a pas libéré l'homme. Le travail des sociétés capitalistes n'a pas libéré l'homme. Et je vous rejoins tout à fait. Est-ce que c'est un homme libre? Je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est au centre, effectivement, de la société. Et si on veut trouver quelque chose qui, finalement, permette de s'échapper de ça, à mes yeux, la seule chose, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est le souvenir du paradis perdu, c'est le souvenir du sein maternel, c'est les relations amicales, c'est les relations amoureuses, c'est les services publics, c'est les biens communs. Si on veut transformer, il n'y a pas de société, Marcel Mauss l'a montré, il n'y a pas de société possible si on n'imagine pas une gratuité immédiate. Si on veut effectivement sortir de la centralité du travail, eh bien, il faut faire cette révolution anthropologique qui ne peut reposer que, effectivement, sur autre chose qu'à la gratuité. Petite parenthèse, je reprends la question de Sophie de Menton. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est aussi quelqu'un qui a envie de travailler pour pouvoir s'acheter un beefsteak et une baguette de pain. Mais moi, je trouve qu'on ne fait pas assez de distinction là, parce que quand on dit que le travail c'est très bien ou c'est pas bien, on voit pas pour qui. Et quand on regarde les enquêtes, vous avez quand même toute une partie des gens. En gros, les cadres, les professions supérieures qui disent le travail c'est très important, c'est mon identité, je me réalise dans le travail. Et puis toute une partie des autres, les employés, les ouvriers non qualifiés, etc., qui disent le travail pour moi, c'est un moyen de gagner ma vie. Donc on a vraiment une très grande séparation. Et Galbraith disait c'est vraiment un mensonge d'appeler du même mot d'un côté la proportion dans vos enquêtes, elle est vraiment nette. Ah ben c'est hyper net. Est-ce que ça veut dire que dans quelle proportion 100% des ouvriers sont malheureux et 100% des cadres sup sont malheureux, c'est pas ça. C'est quand vous dites aux personnes qu'est-ce qui vous définit le mieux, qu'est-ce qui dit le mieux qui vous êtes, eh bien les cadres, les professions intellectuelles disent le travail et les autres le citent pas. Voilà. Et vous pouvez. À la place? Alors ils disent les liens familiaux, le quartier, ils disent plein de choses. On voit bien comment ils constituent le lien social, mais le travail n'a pas cette place. Je crois qu'il faut distinguer une chose aussi, c'est très important effectivement, et je suis d'accord. Il faut voir ça calmement parce qu'il y a un vrai problème de civilisation. Je trouve que cette consommation devient délirante. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, vous avez des points d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la valeur du travail. Je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir. Ça construit à travailler et à produire. On peut imaginer. Notre société, c'est comme une bicyclette. Si elle cesse de pédaler, on se casse la figure.
C'est-à-dire que notre société, elle ne peut pas fonctionner sans croissance. C'est pas faux. Qu'elle soit une société... C'est pour ça que je pense que la décroissance mais c'est bien pour ça qu'il faut changer, effectivement, de paradigme fondamental. Mais on peut changer sans vouloir tomber dans la décroissance. Je pense que d'abord l'éducation est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on a un véritable échec sur le plan de l'éducation de voir nos enfants de 12 ans aujourd'hui qui se tapent 4h30 de télévision par jour, plus un portable, plus des jeux vidéo, plus un cinéma, etc. et qui sont incapables qui ont perdu le goût de lire, de perdre leur temps. C'est très grave. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord, il faut finir avec la dictature de l'économie. Il faut faire valer les autres facettes de nos personnalités. Au centre. Si on veut tous mettre le travail au centre, on a travaillé, mais on a besoin d'une révolution si on veut mettre le travail au centre. Une véritable révolution, c'est-à-dire se dire, comme par exemple le voulait Marx, quand il dit le travail premier besoin vital, eh bien essayons de nous demander ce que seraient les conditions pour que le travail, ça devienne le premier besoin vital et pour que ça devienne en effet une œuvre. Hein. Tout le monde dit le travail c'est une œuvre. Alors, si on veut que ça soit une œuvre individuelle et une œuvre collective, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut une révolution dans la définition des gens qui porteront des bagages. Mais oui. Et donc, vous êtes d'accord avec il y aura toujours des gens qui feront des tâches pénibles. Je réfléchissais à ça avant de venir. Je me disais, mais évidemment que j'en rêve que tout le monde soit passionné par ce qu'il fait. Eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui mettra la vaisselle dans le lave-vaisselle, si le lave-vaisselle a libéré, je sais pas qui. D'accord. Mais à ce moment-là, si on pense que on aura toujours ces tâches nécessaires, Marx, que dit-il, par exemple, il dit, on va réduire le temps que chacun y consacre. Si vraiment le travail, c'est cette dure nécessité, réduisons le temps que nous y consacrons. Mais si on pense que le travail, c'est cet épanouissement formidable, alors mettons en place les conditions. Il faut un temps de travail libre, je suis assez d'accord. Il faut absolument la liberté totale du temps de travail et les 35 heures. Et donc, on revient à cette idée proposée par Joseph Stiglitz, d'avoir d'autres valeurs qu'uniquement le PIB, etc. J'imagine que vous partagez. Ça fait 15 ans que nous, on disait la même chose. Personne ne nous entendait. Mais maintenant, c'est Stiglitz qui dit, donc voilà, on l'écoute. Juste une dernière chose, comme ça, on terminera un petit peu dans cette définition qu'on a apportée au mot travail. Je me tourne peut-être vers le philosophe. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que pour vous, quand même, le travail, c'est pas ce qui nous rend hommes? Est-ce que c'est pas ce qui nous différencie des animaux? Tout bêtement, c'est une question un peu anthropologique. D'après ce que l'on sait, l'animal ne travaille pas. Alors bien sûr, il y a quelques exemples amusants, mais l'être humain a la liberté de travailler. Il y a une belle définition. Le travail, c'est ce qu'on pourrait aussi s'abstenir de faire. Les fourmis travaillent. Les fourmis travaillent énormément. Les abeilles, elles bossent comme des folles, les abeilles. Notre exposition s'ouvre sur une cité d'abeilles, des abeilles vivantes, et sur un paresseux. Vous savez, le paresseux, cet animal qui est la vedette dans tous les zoos, parce qu'on le regarde avec une énorme envie, cet animal qui est pendu à son arbre et ne fait rien. Mais en même temps, le paresseux, il n'a pas le choix, c'est son destin, tout comme c'est le destin des fourmis qui n'ont pas le choix. Voilà pourquoi l'animal ne travaille pas. C'est pour ça que la grande différence, c'est peut-être la création. C'est-à-dire, y compris dans le domaine du travail. C'est-à-dire que ce qui va se mesurer effectivement par l'investissement humain et par le fait que cette activité, je dirais tout simplement, permettre une émancipation. Alors, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même fait un peu le tour de cette question de la définition du mot travail. J'aimerais bien qu'on passe maintenant à une deuxième partie qu'on a déjà un petit peu abordée en début d'émission avec Paul Ariès. Est-ce qu'une société sans travail est imaginable? Donc, vous avez fait vos propositions, le revenu minimum, on va pouvoir en débattre. Et est-ce que, dans un deuxième temps, une société sans travail, c'est pas un peu la peur du vide? Je crois que c'est quelque chose que vous abordez aussi dans votre exposition à Dresde. Est-ce que, voilà, moi j'aime bien cette définition d'Albert Jacquard, qui rejoint un petit peu les deux aspects de notre débat. L'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices, mais l'excès de travail est le père de toutes les soumissions. Donc trop de travail, on l'a dit, c'est peut-être pas une bonne chose, mais se retrouver dans une société sans travail ou avec moins de travail, je sais pas comment on vivait au Moyen-Âge, si les gens étaient déprimés ou pas, ça vous semble envisageable ou est-ce qu'on est face au pied du mur, face à la peur du vide, d'après vous? Oui, moi je crois que la peur du vide est une très puissante motivation pour travailler. On connaît tous cette situation, on travaille beaucoup, ensuite on se dit enfin libre, et au bout de 20 minutes on se demande ce qu'on fait là. Et ça c'est un réel problème, j'en avais parlé tout à l'heure. Nous sommes très mal préparés à ne pas travailler. Mais je sais très bien quel est le débat qui va s'enflammer. Qu'est-ce qu'on entend par travail? Alors, apprendre, se former est une forme de travail, bien sûr. La forme la plus noble et la plus digne de travail, c'est de s'occuper d'autrui. Pas pour de l'argent, bien sûr, mais s'occuper
de personnes qui ont besoin d'aide. Ça, c'est une forme de travail. Là, il y a un adjectif qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui, c'est celui de chrétien. Il y a une forme de charité, d'empathie avec autrui, qu'on peut utiliser un peu de son temps parce qu'on n'a plus besoin de travailler ou parce qu'on a un revenu garanti, d'utiliser ce temps qu'on a pour aider autrui. Bien sûr, c'est une utopie. Je ne suis pas du tout sûr que ça marche, parce que si quelqu'un a un revenu garanti, je ne suis pas sûr qu'on va décider d'aider la voisine âgée. Le risque est grand de se ruer sur sa PlayStation pour atteindre le niveau 82. Et puis c'est tout. Ça, c'est un risque qui est réel. C'est assez déprimant. Ce serait un monde devant la télévision. Vous savez que ce qui est terrible, mais attendez, c'est quand même les statistiques aussi, puisque vous en citez, c'est que les gens, quand ils travaillent pas, ils regardent la télé. Non mais d'accord, mais on peut pas passer comme ça. Non mais on peut pas passer du tout rien pour se faire horriblement peur en se disant mon Dieu, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer. Ça me rappelle quand Nicolas Bavrez disait si jamais on passe aux 35 heures, les gens vont passer leur temps à se saouler et en effet à regarder la télé. Non mais faut faire attention. Il faut d'abord envisager des transitions. Quant à la dépression au Moyen-Âge, j'y crois pas des masses. Je crois que non mais si on revient quand même à l'absence de travail aujourd'hui, c'est celle des chômeurs quand même. Exactement, c'est notre société qui est une société qui tue le travail et qui le rend pénible. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas qu'il faut supprimer le travail, on dit qu'il faut en finir avec sa centralité. Alors, utopie ou pas? Alors justement, on est dans l'utopie ou pas? C'était ces ouvriers qu'on appelait les sublimes au 19e siècle et qui choisissaient de travailler le moins possible, c'est-à-dire qu'ils adaptaient leurs revenus à des besoins, peut-être frugaux, mais qui leur semblaient suffisants. Voilà ce que c'est tout simplement. Non mais ce qui était c'est pas une utopie, puisque c'était pratiqué. C'est pas parce que c'était pratiqué dans un monde qui n'avait pas d'ailleurs d'autre choix. Il n'y avait pas de mondialisation, il y avait pas de... Ça existe au Brésil, ça existe en Alaska. Je dirais que c'est aujourd'hui des choses qui fonctionnent de façon insatisfaisisante. Il faut demander ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme projet de société? Si, très concrètement, Daniel Tiradelli, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je ne sais pas d'ailleurs si en Allemagne, peut-être auprès des Verts, il y a également ce type de pensée qui est développée comme celle de Paul Ariès. Est-ce que on est face également à ce type de souhait, moins consommer mieux, éventuellement aller vers un revenu minimum pour tous? Il y a cette pensée-là ou pas en Allemagne, chez les Alters ou chez les Verts? Le débat est certainement comparable en Allemagne. Chez les Verts, dans la gauche radicale, c'est un thème important, mais il faut bien voir que c'est un message qui est très bien reçu. Ça a l'air formidable, un revenu garanti pour tout le monde. Il y a un débat en Allemagne à propos du revenu garanti où certains disent qu'au bout du compte, ça ne sert que les entreprises. Parce que ce sont des subventions masquées et on n'a plus besoin de payer les gens. On dit à l'intéressé, tu ne sais pas faire grand-chose, je te propose un boulot à 1,40 € de l'heure, tu as ton revenu garanti, ça te permet de te payer une glace le soir. Autrement dit, le revenu garanti n'est pas la panacée. Sans oublier le problème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, que notre société prépare mal les gens à utiliser le temps non travaillé. Mais je suis d'accord avec vous, je ne parlerai pas de révolution, mais je crois qu'il faudrait réfléchir à cela. La culture, l'éducation a un très grand rôle à jouer dans ce domaine pour que les choses changent. Pour revenir à votre question, oui, dans les partis de gauche, mais aussi chez les sociaux-démocrates et les Verts, ce point a été examiné, l'introduction d'un revenu garanti, mais je crois que les chances ne sont pas très grandes pour que ça se réalise. Et je m'en réjouis plutôt d'ailleurs. D'ailleurs, le revenu garanti, il existe de facto, ce sont les minima sociaux. Autrement dit, si je ne gagne pas assez d'argent, l'État complète mes revenus jusqu'à un certain niveau. Autrement dit, le revenu garanti, il existe. Nous aussi, très petite. Alors ça veut dire quoi, petit revenu? Vous savez, quand on parle de la mondialisation, passez donc une journée dans le désert et regardez quel est le sort des gens qui sont là-bas. Ça veut dire quoi, petit? Nous sommes extraordinairement bien lotis. Il faut toujours relativiser les choses. Mais le point important à propos du revenu garanti, je l'ai oublié. C'est pas grave. Ça va vous revenir.
Trois d'actualité. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans le rapport au travail? Est-ce que nous sommes les seuls à avoir autant de violence dans le travail? On a un peu évoqué la souffrance au travail, mais il y a également ces séquestrations de patrons quand même. J'imagine que vous y êtes sensible. Elles semblent en tout cas de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Sophie Menton, j'imagine que vous parlez avec beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité française, une violence dans le travail? Je dirige un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, avec 6 fédérations adhérentes. Et excusez-moi, je rencontre pas, mais je vois pas les bons, mais je rencontre pas que des chefs d'entreprise qui vivent sous la menace de la séquestration et dans l'horreur. Alors pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup les médias. Alors en plus, j'ai un secteur qui va vous enchanter. Maintenant, je ne l'ai plus, et j'ai délocalisé. En Tunisie, j'en suis très fière, et j'avais des centres d'appel. J'étais la première à monter des centres d'appel en France. Donc c'est ce fameux métier atroce dont vous parlez. Franchement, la description qu'on fait de l'univers du travail est quand même axé sur ce qui est terrible. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une réalité, il y a beaucoup plus de conflits aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que nos conflits en France ne se règlent que dans la violence, d'après vous? On est dans la lutte des classes. Et ce problème de lutte des classes de la Révolution s'est déplacé au sein de l'entreprise. La lutte des classes, aujourd'hui, c'est dans l'entreprise. Et là, j'ai un exemple formidable. Il y avait un homme qui était très favorable à la décroissance, puisqu'il était en train de mendier à la gare de Lyon l'autre jour. Et je lui dis, j'avais 1 euro, et donc je lui donne 7 euros, et je lui dis, tiens, soyez gentil, montez-moi ma valise. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il m'a rendu mon euro, il m'a dit, je suis mendiant, pas larbin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça pouvait arriver qu'en France. Et il y avait un côté, il était mendiant, il était content de l'être, etc. Et il y avait, dans le fait de lui rendre ce service, quelque chose d'assez violent. Alors c'est caricatural, mais, chez les SDF, oui, là, hein. mais ils sont très sympathiques, mais je trouvais ça assez sympathique de sa part. Mais je crois que au-delà de ça, il y a un esprit français qui est dans la lutte des classes, c'est-à-dire que les patrons, c'est des salauds. Oui. Pas dans la haine du travail. On aime son patron. Notre sondage Opinionway le prouve. 70% des Français aiment leur patron, mais je crois qu'il y en a 70 qui n'aiment pas les patrons. Ah oui. Ils aiment leur boîte. 73% cette année, 79% il y a 2 ans. Et là, malgré la conjoncture, ils aiment leur boîte. Ils n'aiment pas les boîtes. Et votre avis, Paul Ariès? Alors, on est dans la haine du patron ou pas? On aime sa boîte, on n'aime pas sa boîte, ou on n'aime pas les boîtes? Quand on regarde les grandes études internationales, celle du Bureau international du travail, par exemple, la France est le premier pays développé dans lequel il y a une souffrance au travail. Alors après, on peut se poser la question pourquoi. Je crois qu'il y a effectivement une grande caractéristique par rapport au mode de management. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de harcèlement qui peuvent se pratiquer. Il y a le harcèlement pour exclure, pour se débarrasser de celui dont on ne veut pas. Ça, on en parle beaucoup. Mais il y a un 2e type de harcèlement qui est en train de se développer. C'est le harcèlement pour intégrer, pour dévorer l'autre. Une sorte, enfin, on se tutoie, on se fait la bise, on s'appelle par le prénom. Et ça, c'est une sorte de compromis, je dirais, complètement bâtard. Parce que l'entreprise n'est pas un lieu pour s'aimer. Et je dirais forcément à ce moment-là, ça dérape. Et je dirais que ça va déraper soit vers le conflit effectivement violent, soit ça va déraper, et il y a un bouquin en Allemagne qui est paru, qui a fait beaucoup de bruit, vers la démotivation. On sait qu'il y a aujourd'hui une démotivation très importante au travail. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier la dernière étude de l'OCDE. Qu'est-ce que nous dit l'OCDE? Elle nous dit pour le 21e siècle, on va vers 20% d'emplois qualifiés et bien payés, qui sont les emplois d'entraînement, et 80% d'emplois déqualifiés et mal payés qu'on appelle des emplois d'accompagnement. C'est le retour à la domesticité, c'est le retour au 19e siècle. Il y a quelque chose de très intéressant en France, c'est qu'on est un pays super productif et on a remplacé le service. Toujours la suite de la lutte des classes, parce que les domestiques, vous venez de les citer, tout ce qui est domesticité est terrible. On est un pays qui a mal intégré le service, d'ailleurs, bien qu'on soit dans une société de service, parce qu'il y a cette espèce on est beaucoup moins servi que dans d'autres pays européens. Et attendez, on a développé les services à la personne. On les a développés très bien, la Fédération des services à la personne, d'ailleurs, avec laquelle je travaille, mais elle a un retard considérable par rapport à l'Europe. Ils sont en train de mettre un accélérateur terrible. Et donc, nous avons une excellente productivité avec des machines. Donc, on a supprimé un maximum les gens pour pas les asservir et on a remplacé par des machines. Deuxièmement, on a réduit le temps de travail. Qu'ont fait les boîtes quand on a réduit le temps de travail à une période difficile? Eh bien, finalement, d'accord, elles l'ont réduit. Sauf qu'elles ont gardé la même somme de travail et qu'elles n'ont pas osé vraiment recruter tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le premier facteur de stress et de pression sur les salariés, je suis d'accord avec vous. On voit bien dans ce que je disais tout à l'heure sur cette importance accordée au travail, mais je crois que la France est vraiment un pays
plus qu'ailleurs, où on a un rapport affectif avec le travail et des attentes énormes posées sur le travail. Diribarne, par exemple, explique ça par la logique de l'honneur, le fait qu'on est encore d'une société aristocrate, ce qui compte, c'est le rang, hein, donc, et le diplôme. Mais donc votre diplôme. Ça, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne. Alors, l'Angleterre, c'est, et par exemple le Danemark, pas l'Allemagne. Anglo-saxons, vous pensez, ont un autre rapport au travail? Au départ, la logique aurait voulu, si on en croyait Weber, que les pays protestants soient plus attachés au travail. Et en effet, il se passe plutôt aujourd'hui le contraire, c'est-à-dire que les pays protestants ou d'origine protestante ont un rapport beaucoup plus calme au travail, beaucoup plus désinvesti, plus pragmatique. Les États-Unis le mettent très à l'honneur. Le travail. Oui, au sens où on n'a sans doute pas toutes ces énormes attentes exclusives pesant sur le travail. Et je pense que c'est quand même un des problèmes français, ces énormes attentes qui nous empêchent peut-être de redistribuer. Mais il y a calmement. une révolution qui est très intéressante, c'est celle d'un statut, parce que malheureusement en France, on réagit par ce nouveau statut juridique, mais l'auto-entrepreneur a été une libération du travail. Et les gens se sont mis à leur compte, c'était un beau mot, moi j'aimais bien se mettre à son compte. Et je trouve que tout d'un coup, j'ai vu autour de moi des gens qui envisageaient de quitter l'entreprise, y compris la jeune fille charmante qui m'a coiffée avant l'émission, et qui s'est mis à son compte, et qui va travailler de temps en temps dans un studio, etc. Et je trouve ça génial. Et donc ce statut d'auto-entrepreneur est une voie d'émancipation, je trouve, qui est à signaler. Alors justement, revenons au pays qui a inventé la lutte des classes, l'Allemagne avec Karl Marx. Et ça sera peut-être notre conclusion, Daniel Tiradelis. Dans notre exposition, nous avons un exemple intéressant sur les jours de grève dans la comparaison internationale. On a représenté cela avec des grands blocs d'aluminium, c'est très beau. Et si vous regardez le bloc qui correspond à la France, on regarde vers le haut. Pour l'Italie, c'est encore plus haut, un étage de plus. Alors pour les jours de grève en Allemagne, on regarde vers ses pieds. C'est assez extraordinaire de voir à quel point les Allemands ont peu le goût de faire grève. Et vous le disiez, c'est aussi une affaire de tradition. Et je crois que la souffrance au travail, elle existe bel et bien en Allemagne aussi. Mais c'est souvent considéré comme une haute trahison que de le reconnaître. Et cela a certainement des raisons historiques aussi. Vous en parlez autant que nous. On en parle tous les jours, c'est l'unique sujet aux infos, tous les jours la souffrance au travail chez vous? Bien, à ce propos, on pourrait peut-être revenir sur les élections législatives qui ont eu lieu récemment en Allemagne. Le Parti libéral, le FDP, qui est le parti des chefs d'entreprise, traditionnellement, jadis leur slogan, c'était le parti de ceux qui gagnent plus. C'est un slogan absurde en termes de marketing. Aujourd'hui, le slogan, c'est « il faut que le travail, ça paie » ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce Parti libéral a fait un excellent score aux élections. Pourquoi? Parce que ces certitudes, à savoir que celui qui accomplit quelque chose doit être récompensé, ces certitudes se consolident. Ce sont des certitudes néo-libérales et cela est incarné beaucoup plus par l'entrepreneur que par le salarié. Le salarié, il n'a pas le choix, de toute façon, il ne peut pas agir autrement. Mais ça, c'est une autre histoire et le raisonnement ne va pas aussi loin. Alors, je ne dirais pas qu'on est en présence d'une apothéose de l'homme d'affaires, mais on est en présence d'une image positive de l'entrepreneur, de l'homme d'affaires. Mais c'est vrai que quand ça tourne mal, c'est aussi lui qui en prend pour son grade, parce que c'est la figure de proue qui devient le bouc émissaire, comme par exemple un Wiedeking, le patron de Porsche, ou encore Ackermann, le patron de la Deutsche Bank, qui a fait des mauvais choix stratégiques. Alors, en guise de conclusion, une dernière question. J'imagine que tous quatre, vous devez travailler bien plus de 10 heures par jour. Que feriez-vous si vous cessiez de travailler? Je me tourne vers vous quand même, Paul Ariès, puisque vous prônez la société. J'ai des activités, plus de 10 heures par jour. En réalité, le travail salarié occupe une part bien plus faible dans mon existence. Mais je voudrais pas qu'on ait l'idée que ces problèmes ne concernent effectivement que la France et qu'on soit des râleurs politique par excellence. Et je dirais, si les Chinois, place Tiananmen, chantent la Marseillaise devant les chars du pouvoir, c'est pas tout à fait pour rien. Donc je crois qu'il ne faut pas redouter et craindre le fait qu'en France, il y a des résistances face au harcèlement au travail. Et puis je crois pas non plus qu'il y ait des gentils et des méchants patrons. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est celui des logiques économiques. Le problème, c'est celui de la place du travail dans la société et dans nos existences.
Vous ne m'avez pas répondu. Que feriez-vous? Ah ben, tout ce que je fais déjà actuellement. Continueriez d'écrire des livres. C'est-à-dire que je serais citoyen, j'aimerais manger, j'aimerais me promener, j'aurais des amis. Vous savez que nous sommes nous sommes, mais précisément parce que je travaille au sens économique relativement peu. Nous sommes la première société dans l'histoire à consacrer aussi peu de temps et de moyens à la fabrique de l'humain, à la création du lien social. C'est-à-dire comment pense-t-on résoudre aujourd'hui les problèmes à l'école en développant l'informatique? Comment pense-t-on résoudre les problèmes dans le couple en généralisant le téléphone portable? Moi, je mise au contraire sur le slogan « moins de biens, plus de liens sociaux, moins de travail, mais une qualité de vie supérieure ». Dominique Méda, une vie sans travail et plus de care, plus de soins. Moi, je dis moins de production et plus de care, le soin aux autres, l'attention aux autres, regarder, aider, accompagner. Et évidemment, moi, je verrai un petit peu plus mes enfants. Donc là encore, organiser un vaste chamboulement de manière à ce que les hommes et les femmes aient plus de temps à consacrer à leurs enfants, à leurs vieux parents, à leurs amis, bref, à toutes ces activités-là, un petit peu plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de supprimer le travail, un petit peu plus à ces activités, et puis un petit peu plus aussi à ces activités qu'on appelle citoyennes, politiques, parce que je pense que c'est très important. Une société qui progresse, c'est aussi une société qui consacre du temps à dialoguer avec elle-même, avec les autres, à savoir justement qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quelle place on veut donner au travail, quelle place on veut donner à nos enfants, etc. etc. Sophie de Menton. Ça c'est pour les autres, effectivement. Moi je travaille assez peu. Donc j'ai toujours eu l'impression de ne pas travailler énormément. Oui, c'est très bien faire en plus, mais c'est vrai. J'ai beaucoup fait travailler les autres. Oui, et alors il y a beaucoup d'activités que j'ai qui sont vraiment pas du travail. J'ai une collection de bouquins pour enfants que j'écris avec ma fille. Je dirige un mouvement patronal, c'est bénévole, donc c'est mais ça me passionne parce que j'ai envie de changer le monde. Donc le travail, disons que dans le pénible, obligé, c'est un luxe fou. Je dois avoir 3 heures par jour de vraiment pénible où je me dis bon ça il faut que je bosse. Oui, évidemment, c'est bien ce que je disais. Non, mais vous avez beaucoup de points communs. Vous avez un peu la même journée que Paul Ariès. 3 heures de travail réel, économique, et le reste. Donc c'est toujours la même chose. Et vous êtes aussi dans le lien social, hein, à votre manière. Il y a quand même cette jolie phrase, vous allez me dire qu'elle est caricaturale, parce que je pense à ce que vous parlez de la construction. Travailler plus pour gagner plus. Ah non, quand même pas. Mais les cathédrales, vous savez, vous avez 3 ouvriers, vous la connaissez bien sûr, on leur dit qu'est-ce que vous faites. Il y en a un premier qui est harassé, il souffre, la souffrance au travail, il dit je casse des cailloux. Le deuxième, il dit je suis en train de construire un mur, mais il a envie que son mur monte. Et puis il y a le troisième qui a un sourire en béat et qui dit je construis une cathédrale. Et il y a quand même aussi dans le travail cette perception individuelle qu'il ne faut pas négliger. On termine avec vous, Daniel Tiradelis, philosophe, commissaire d'exposition. Alors, si vous n'aviez pas de travail, qu'est-ce que vous feriez? Si vous me le permettez, je voulais revenir à ce dont on parlait tout à l'heure. La dernière salle de l'exposition présente un scénario un petit peu absurde, à savoir commencer à travailler à l'âge de 40 ans. Autrement dit, on aurait le temps d'avoir des enfants, de faire plein de choses, et on commencerait à bosser à 40 ans. Et c'est vrai, compte tenu du vieillissement de la population, on n'en a pas parlé aujourd'hui, et du fait qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, c'est un modèle séduisant. Et les visiteurs de l'exposition qui ont regardé cela, d'abord, ils ont eu une réaction d'étonnement, ensuite ils ont été choqués. Parce que on se rend compte, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 40 ans? Qui suis-je? On se retrouve privé d'identité. Parce que si je te demande qu'est-ce que tu fais, eh bien, je réponds par mon métier, mon activité professionnelle. Alors peut-être que c'était un peu mon inconscient qui s'est exprimé ici, mais si vous me demandez ce que je ferais si je ne travaillais pas, je ne suis pas sûr que je pourrais vous répondre sans me mettre à pleurer. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas si je survivrais. Alors oui, bon, bien sûr. Alors il y a dans ma vie, il y a ma femme, il y a mon enfant, et puis quelques proches, mais si c'est sans travail, c'est sans moi. Ce serait pas drôle. On est dans le cœur du débat, dites donc, là. Merci beaucoup, merci à vous 4. Vous retrouverez bientôt pour Paris-Berlin Théodorme à Berlin, donc je vous souhaite une très bonne soirée sur Arte, puis surtout regardez les coulisses de ce débat passionnant sur arte.tv sur notre site internet. Salut à tous. Mais c'est monstrueux la taylorisation du sourire. Parce que tayloriser un geste,
À la chaîne, l'usine, c'est quelque chose. Mais le sourire, c'est ce qu'il y a de plus intime. Donc quand on vous dit de quelle façon sourire, ou vous allez dans un fast-food, qu'on vous dit qu'il faut regarder dans les yeux la personne qui achète le produit. Moi, quand j'avais fait mes travaux, par exemple sur McDo, au début que je rentrais dans un fast-food, j'étais tout content parce que on me regardait dans les yeux, on me souriait. Je me disais, malgré la cinquantaine, je suis encore séduisant. Jusqu'au jour où j'ai eu la fiche technique, je me suis rendu compte que c'était prévu. C'est-à-dire qu'on a une normalisation de la part la plus subjective, la plus intime. Et ça, c'est grave.